Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Vous allez bien aujourd'hui? Super, moi aussi. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler du tout dernier Walt Disney qui est sorti sur Disney+. Mais non, on est là pour se traumatiser et se rappeler que le monde dans lequel on vit est rempli de gens complètement tarés. C'est parti, on rentre dans l'histoire. On va pas se mentir, Internet et les réseaux sociaux nous ont permis d'élargir nos horizons au fil des années et de rester en contact avec nos amis, ou même de rencontrer de nouvelles personnes et de se faire de nouveaux amis, que ce soit des gens qui habitent dans un tout autre pays ou quelqu'un qui habite peut-être à 2 coins de rue de chez nous. Mais ces dernières années, Internet aura aussi malheureusement fait exploser le taux de criminalité. Autant dire que ça aura malheureusement facilité le travail à certaines personnes mal intentionnées et parfois très dangereuses. Et le cas de Bianca Devins, dont on va parler aujourd'hui, en est un très bon exemple. Bianca Michelle Devins est née le 2 octobre 2001 dans la ville de Utica, dans l'état de New York aux États-Unis. Elle était une jeune fille très vive, au style un peu grunge alternatif, on va dire, donc qui se démarquait quand même beaucoup des autres. Le 14 juillet 2019, elle se rend à un concert avec un ami et ce sera malheureusement la dernière fois qu'elle sera vue en vie. Revenons maintenant sur cette histoire tragique un peu plus en détail. Le cas d'aujourd'hui n'aura pas de détails trop intenses et gore, mais c'est quand même une histoire très perturbante. Donc, à nouveau, comme j'ai dit toujours, si vous avez un petit cœur sensible, peut-être vous abstenir. Mais par contre, si vous avez l'estomac bien accroché, vous pouvez vous installer confortablement car on va commencer. Kim Devins a 17 ans lorsqu'elle donne naissance à la petite Bianca. Elle avait déjà à ce moment-là une fille nommée Olivia et aura quelques années plus tard sa petite troisième qu'elle appellera Liv. La famille vit sous le même toit, donc dans la ville de Utica, dans l'état de New York. À l'époque, il faut savoir que cette ville était très connue pour son taux de criminalité extrêmement élevé. Kim et le père de ses 3 enfants divorcèrent en 2010 alors que Bianca est âgée de 9 ans. Il faut savoir que ce divorce sera ressenti comme un soulagement par toute la famille car le père de famille était apparemment très abusif, que ce soit envers ses enfants ou sa femme. Et Kim avait déjà contacté les autorités à plusieurs reprises pour les informer qu'elle était victime de violences conjugales. C'est à peu près à ce moment-là que la famille commença à éclater et que les problèmes arrivèrent. Bianca vécut très mal le départ de son père car elle le prit comme un abandon de sa part. Les 3 fillettes vivront avec leur mère, mais garderont quand même un contact avec leur père jusqu'en 2015, où il décidera de tout simplement couper les ponts avec elle. Bianca grandira entourée de ses 2 sœurs dont elle était extrêmement proche et avec qui elle partageait tout. Elle avait toujours été une enfant très extravertie et populaire. Encore au collège, elle était l'une des personnes les plus populaires. Elle avait un grand nombre d'amis. Elle sortait tout le temps. Elle travaillait très bien à l'école d'ailleurs aussi. Tout se passait vraiment plutôt bien pour elle. Mais Bianca commença à souffrir de troubles mentaux assez sévères au moment où elle passa du collège au lycée. Elle commença à souffrir d'anxiété très intense et de peur de l'abandon. Sa mère lui prit plusieurs rendez-vous avec des psychologues différents, mais Bianca était très réticente à cette idée et donc forcément les séances n'ont jamais rien donné de positif. Alors qu'elle entre au lycée, la jeune fille populaire et pétillante qu'elle était commence peu à peu à s'éteindre pour laisser place à quelqu'un de très anxieux, renfermé sur elle-même et qui perd peu à peu tout intérêt pour les choses qui la passionnaient. C'est à ce moment-là qu'elle commença à développer son style un peu alternatif grunge et qu'elle se découvrira une passion pour le dessin et les animés japonais. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit, les animés. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je dis ça mal. Au lycée, elle est vue comme un extraterrestre et quelqu'un de très étrange de par son style qui sort un petit peu de la norme. La seule personne à lui porter un peu d'attention se trouve être un certain Derek Ward qui deviendra un petit peu plus tard son petit ami. La relation entre eux se passait extrêmement bien. Derek avait rencontré la famille de Bianca à plusieurs reprises, qu'il l'aimait beaucoup, même chose inversement. Donc tout se passait vraiment bien jusqu'au moment où Bianca a totalement changé. Puis du jour au lendemain, elle a commencé à devenir quelqu'un de très possessif, de très jaloux, lui interdisant de parler à n'importe quelle fille. C'était la seule fille à qui il avait le droit de parler. Et elle termina tout simplement par couper les ponts avec lui du jour au lendemain, ne donnant aucune nouvelle. Étant à ce moment-là devenue extrêmement timide, renfermée sur elle-même et ses troubles mentaux ayant grandement amplifié, Bianca ne veut même plus quitter sa chambre.
À chaque fois qu'elle doit se rendre au lycée, elle fait une crise de panique avant d'y aller et le peu de fois où elle arrive à se rendre jusque là-bas, elle termine très rapidement dans le bureau de l'infirmière de l'établissement et demande à rentrer chez elle. Elle finira donc par faire l'école à la maison. La seule amie que Bianca avait encore à ce moment-là déclara qu'elle semblait être devenue complètement accro à son téléphone et semblait préférer la vie qu'elle s'était créée en ligne plutôt que la vie réelle qui se passait autour d'elle. Et le peu de fois où elle se trouvait dans des situations sociales où elle avait plus de personnes autour d'elle, elle semblait ne pas être à l'aise du tout et se renfermer dans sa bulle très rapidement. Elle commence donc à passer de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux et notamment Tumblr sur lequel elle va se créer une identité complètement différente de la sienne et commencer à échanger avec des gens qui partageaient ses passions. Elle deviendra très rapidement extrêmement populaire en ligne, notamment sur le site internet 4chan, ou 4chan pour les Français, qui est un site de partage d'images où elle se fait très rapidement repérer. Suite à ça, elle s'ouvrira un compte sur le site internet Orbit. Oui, aujourd'hui on ne va parler que de sites internet super étranges dont personne n'a jamais entendu parler. Ce site est en majeure partie fréquenté par des hommes, donc il est extrêmement facile pour une jeune fille de s'y faire repérer, notamment pour quelqu'un comme Bianca qui a un style qui sort un petit peu du commun, ce qui a été le cas effectivement, elle s'est fait repérer très rapidement et beaucoup d'hommes commencèrent à lui envoyer des cadeaux dans l'intention d'attirer son attention. Ouais, ça marche. Une jeune fille que Bianca avait rencontrée à l'époque sur ce site déclare que Orbit est extrêmement dangereux, que énormément de personnes mal intentionnées y traînent et que la majeure partie des hommes font du chantage affectif dans l'espoir d'obtenir des photos nues des femmes qui y sont inscrites, dans le but de les faire chanter par la suite et de diffuser leurs photos en ligne s'ils n'obtenaient pas la rançon qu'ils demandaient. Ou pire encore, certains hommes trouvaient l'adresse des jeunes filles et se pointaient tout simplement à l'improviste devant leur porte. Et il faut savoir aussi que l'âge moyen des jeunes filles présentes sur le site était de 13 à 15 ans. Bianca avait plusieurs pseudonymes qu'elle utilisait en ligne, notamment Switchblades, Virgo Venus ou Oxy. Elle adorait l'attention qu'elle recevait en ligne et faisait tout pour plaire à toutes les personnes qui s'intéressaient un petit peu à elle. Elle avait ce côté vraiment où elle voulait plaire à tout le monde, elle ne voulait pas décevoir. Donc c'est la raison aussi pour laquelle elle avait pour habitude de changer un petit peu son comportement en fonction de la personne avec qui elle était, car elle voulait vraiment que tout le monde s'intéresse à elle. Elle rencontra l'un de ses petits amis sur ce site. Le jeune homme avait 2 ans de plus qu'elle et était quelqu'un de très instable, ayant des problèmes de drogue car il consommait très régulièrement des substances illicites. Malheureusement, j'ai pas trouvé le prénom du garçon, donc on va l'appeler le jeune homme durant tout le reste de cette histoire. Une nuit, Bianca s'échappa de chez elle pour rejoindre ce fameux petit ami à Long Island, là où il vivait. Heureusement, sa mère Kim se rendit compte de la fugue de sa fille et grâce au traceur GPS de son téléphone put retrouver sa position et envoyer la police immédiatement la chercher. Bianca, prise de panique à la vue des policiers se dirigeant vers elle, essaya de se suicider en se jetant sous les roues d'une voiture qui passait à ce moment-là à toute allure. Heureusement, elle s'en sortit vivante mais fut envoyée pendant 5 jours suite à cela dans un institut de santé mentale. Peu de temps après, son petit ami romput avec elle en lui expliquant qu'il ne lui faisait pas confiance et qu'il était certain qu'elle continuait à parler à d'autres garçons. Suite à quoi, pour se venger, il diffusa des photos dénudées de Bianca sur internet. Je tiens à préciser que Bianca était alors âgée de 15 ans. Bianca, totalement détruite par cela, montra les photos à sa mère et toutes les deux allèrent porter plainte à la police. Malgré toutes les actions absolument ignobles qu'il avait envers elle, Bianca ne cessait de fuguer de chez elle pour aller le retrouver. Sa mère déposa 3 rapports de disparition en seulement 1 an. Bianca fut suite à cela placée à de nombreuses reprises dans des hôpitaux et centres de santé mentale et confia à l'une de ses thérapeutes qu'elle rêvait de monter sur le toit d'un building et de sauter. Elle fut traitée sur place durant de nombreux mois et alors que tout semblait aller mieux et que sa santé s'améliorait à vue d'œil, Bianca fut autorisée à rentrer chez elle et au bout de seulement 2 jours, elle fit une fugue de nouveau pour aller rejoindre son petit ami problématique. Kim se rendit compte qu'il lui était impossible de veiller sur sa fille et que le pire pourrait finir par lui arriver. Elle décida donc à contre-cœur de la placer sous surveillance constante. Du jour au lendemain, Bianca se retrouva donc à devoir porter, vous savez, ce bracelet que les prisonniers portent à la cheville, qui en fait, dès que vous sortez du périmètre de sécurité qui vous est autorisé, alerte immédiatement la police. C'était ça, dans le fond. Personnellement, avant d'avoir connu cette histoire, j'avais aucune idée que d'autres personnes que les prisonniers pouvaient porter ce type de bracelet. Et là, vous vous dites, c'est bon, elle va plus bouger. Tout est carré, tout est fini. Eh ben non! En 2018, elle va trouver le moyen de casser le bracelet et de s'enfuir. Ou, je vous laisse deviner, je vous laisse 5 secondes parce qu'elle est pas facile celle-là.
Le petit ami a problème, oui! Suite à cela, Kim, complètement au bout du rouleau et désespérée, décida de placer sa fille dans l'Institut Sainte-Anne qui se trouve à Albany, non loin de chez eux. Bianca y était suivie par des professionnels de la santé mentale et y recevait des heures entières de thérapie par jour. Kim déclara que ces quelques mois passés à Sainte-Anne étaient la meilleure chose qui puisse arriver à sa fille et Bianca elle-même reconnut que cela lui avait fait un bien fou. Une fois sortie de l'institut, début 2019, Bianca reprit ses études et obtiendra son diplôme presque immédiatement. Elle déclare être devenue une toute autre personne et qu'elle est extrêmement heureuse de la personne qu'elle est à ce moment-là et que pour rien au monde elle ne souhaiterait retourner 2 ans en arrière. Les choses allaient donc de mieux en mieux pour Bianca, mais elle continuait malgré tout à passer énormément de temps sur les réseaux sociaux à discuter avec des inconnus. Au printemps 2019, elle fait la rencontre en ligne d'un certain Brandon Clark, un garçon de 21 ans qui vit à Syracuse, une ville située à moins d'1 heure de chez elle. Brandon partageait beaucoup des intérêts de Bianca, notamment sa passion du dessin et des mangas. Il était lui aussi quelqu'un de très réservé qui passait une majeure partie de son temps dans sa chambre à discuter en ligne avec des inconnus. Il avait néanmoins un côté un petit peu sombre et avait vécu une enfance très compliquée. À l'âge de 12 ans seulement, son père prit sa mère en otage pendant plus de 10 heures car il pensait qu'elle avait une aventure avec un autre homme. Son père fut donc placé en prison après ça et sa mère fut elle aussi arrêtée quelques années seulement plus tard. Brandon fut donc placé en famille d'accueil suite à cela. Brandon et Bianca devinrent très vite extrêmement proches et au fil d'une discussion se mirent d'accord pour se rendre ensemble à un concert de Nicole Dologanger. Oui, j'ai googlé le nom de la personne, non, je n'avais aucune idée de qui il s'agissait. Bianca proposa donc à Brandon de se rendre jusqu'à chez elle en voiture car le jeune homme avait le permis, puis de passer un petit peu de temps avec sa famille avant de se rendre tous les deux au concert. Lorsque Kim, la mère de Bianca, le rencontra, elle le trouva immédiatement très charmant. Elle déclara qu'il avait un petit côté très timide et très introverti qu'elle trouvait vraiment adorable chez lui. Après sa rencontre avec lui, elle ne fut donc pas inquiète de laisser sa fille âgée de 17 ans à ce moment-là monter en voiture avec lui pour se rendre au concert. Elle lui demanda néanmoins de la redéposer immédiatement après le concert. Autre chose, avant que Brandon ne se rende chez elle, Bianca avait partagé à sa mère qu'elle n'était pas du tout attirée par lui, qu'il n'y avait rien du tout entre Brandon et elle et qu'il n'y aurait jamais rien, donc elle n'avait pas du tout à s'en faire à ce niveau-là. Néanmoins, ce qu'elle ne savait pas à ce moment-là, c'est que Bianca s'était déjà plainte à plusieurs reprises auprès d'une de ses amies, comme quoi Brandon lui envoyait des messages très dérangeants qui parfois la mettaient extrêmement mal à l'aise. Les deux adolescents se rendèrent donc au concert, jusque-là tout se passait extrêmement bien, jusqu'à ce que le lendemain matin à 6h30, une photo soit postée sur le compte Orbit de Bianca avec un message disant « Désolé les gars, vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre sur Orbit », incluant une photo de Bianca ayant la gorge tranchée et le visage rempli de sang. La publication resta un certain moment en ligne jusqu'à ce que quelqu'un se rende enfin compte qu'il ne s'agissait pas là d'un montage de mauvaise qualité ou d'une blague, mais bel et bien du corps de Bianca. Certaines personnes qui avaient justement elles aussi vu la photo déclarèrent un peu plus tard qu'elles n'avaient pas réagi à ce moment-là car elles étaient persuadées qu'il s'agissait justement d'un montage ou tout simplement de maquillage d'effets spéciaux. Ça n'est que lorsque quelqu'un commenta sous la photo pour demander où elle avait été prise et que Brandon répondit, et je cite « Ma voiture, j'ai défoncé Bianca », que les gens commencèrent à se rendre compte de ce qu'il se passait. Ses amis, très inquiets, essayèrent de la joindre à de nombreuses reprises en vain. Une de ses amies avec qui Bianca avait échangé toute la soirée commença petit à petit à réaliser ce qui venait de se passer. La veille, les deux adolescentes avaient échangé sur la soirée de Bianca et cette dernière partagea à son amie qu'elle était tombée durant le concert sur un des garçons avec qui elle parlait en ligne et pour qui elle avait un énorme coup de cœur. Elle écrit « Il sentait tellement bon, je pense que je suis amoureuse. » Puis on s'est tenus par la main et on s'est embrassés. Le tout apparemment sous les yeux de Brandon. Il faut savoir que Brandon avait pris pour habitude de parler de Bianca comme étant sa petite amie, malgré le fait que Bianca lui ait laissé savoir à plusieurs reprises que ça n'était pas le cas, qu'il n'y avait rien d'entre eux et qu'ils resteraient tout simplement de très bons amis. Il continuait par message à lui parler et l'appeler ma petite copine. Il aurait d'ailleurs parlé de Bianca en tant que sa petite amie devant Kim, la mère de cette dernière, ce qu'elle avait trouvé vraiment étrange car sa fille lui avait dit que justement il n'y avait absolument rien entre eux et elles avaient quand même toutes les deux une très bonne relation, très complice et c'était pas du tout dans les habitudes de Bianca de mentir à sa mère. Si vraiment le garçon lui plaisait, elle lui aurait dit. Donc elle avait trouvé ça vraiment étrange de sa part. Son amie commence donc à réaliser que quelque chose de grave a pu arriver à Bianca et que les secours doivent être appelés immédiatement.
Entre-temps, une seconde photo fut publiée sur le compte Instagram de Brandon cette fois-ci. La photo en question contenait un bras ensanglanté et avait pour légende « Je suis désolée Bianca ». Suite à quoi, la description du profil Instagram du garçon fut modifiée. Il y fut inscrit sa date de naissance ainsi que la date du jour comme pour indiquer la date de sa mort. La mère de Bianca déclara que durant cette fameuse nuit, elle reçut un SMS de la part de Brandon disant « Je suis désolée maman, je t'aime ». C'est à 7h30 que la police reçut un appel de la part de Brandon lui-même, leur indiquant sa position et leur demandant de venir au plus vite. Il insista sur le fait qu'il venait de commettre un meurtre et qu'il comptait maintenant se suicider et précisa qu'il était donneur d'organes. Lorsque les renforts arrivèrent, ils trouvèrent immédiatement Brandon assis par terre à côté de la voiture. Il avait peint sur le sol à l'aide d'une bombe de peinture les mots « J'espère que tu ne m'oublieras jamais » et était à ce moment-là en train de filmer une vidéo live sur Instagram pour ses abonnés. L'un des officiers s'approcha de lui et lui demanda « Où est Bianca ?» Ce à quoi il lui hurla en retour « Où penses-tu qu'elle peut bien être ?» À ce moment-là, il aperçut les cheveux noirs de la jeune fille dépasser de la portière de la voiture. Sa gorge avait été entièrement tranchée et elle était complètement recouverte de sang. Brandon avait essayé de se suicider en se tranchant la gorge, mais il survit à ses blessures et fut immédiatement arrêté. Lorsqu'il fut interrogé, apparemment, la seule chose qui l'intéressait était de savoir ce que les médias disaient de lui dans les journaux et à la télévision, et il demanda immédiatement à voir la retransmission des images. Il avoua aussi aux autorités avoir conservé plusieurs vidéos du crime dans son téléphone, ainsi qu'un grand nombre de photos. Les photos du crime que Brandon avait partagées en ligne tournèrent durant très longtemps. Les réseaux sociaux essayaient tant bien que mal de les bloquer, mais il leur fallut plusieurs mois avant de réussir vraiment à les supprimer définitivement. À un moment donné, il était carrément impossible de taper le nom de Bianca Devins sans tomber sur les photos. Le procès de Brandon Clark démarra au mois de février 2020, mais à cause du coronavirus se vit reporté au mois d'octobre 2020. Il était à ce moment-là âgé de 23 ans. Il a entre-temps commencé l'écriture de son mémoire et a contacté un grand nombre de youtubeurs et blogueurs pour leur accorder des interviews sur la fameuse nuit du meurtre. Je trouve ça tellement pathétique. Son avocat déclara que Brandon savait pertinemment qu'il serait reconnu coupable et qu'il ferait un certain temps en prison. Apparemment, ce qui l'intéressait le plus était lors du procès de pouvoir raconter sa propre version des faits et de pouvoir à nouveau raconter la nuit du meurtre. On dirait vraiment qu'il en était fier et qu'il prenait un plaisir à revivre encore et encore cette nuit. Beaucoup de théories ont vu le jour et énormément de personnes pensaient que, effectivement, Brandon avait tout simplement pété un câble à ce moment-là en voyant Bianca, la personne avec qui il voulait être en couple, embrasser un autre garçon. Mais énormément de personnes, incluant les policiers chargés de l'affaire, attestèrent que, d'après eux, Brandon avait prémédité cet acte depuis très longtemps et que depuis probablement sa rencontre avec Bianca, il savait qu'il allait la tuer cette nuit-là. Brandon plaida coupable, puis tenta de revenir sur ses paroles en plaidant non coupable. Heureusement, cela ne lui fut pas accordé. La deuxième partie du procès eut lieu en mars 2021, donc très récemment, et la famille de Bianca, lors de ce procès, demanda à avoir la parole. Sa mère Kim et sa sœur aînée Olivia donnèrent un discours extrêmement émouvant et poignant au nom de leur fille et sœur perdue. On July 14, 2019, life as I knew it ended. When my daughter's life was violently cut short. Bianca was not only my daughter, but my best friend. I used to say that no matter what life throws at me, as long as I have my children and they are happy and healthy, I will be okay. I hear on the radio, a girl was found with a little black book bag. I automatically knew it was my sister. I don't remember the rest of the day. The next few weeks go by and it felt like I was in a nightmare, except I was in my worst nightmare. And no matter how hard I try to wake up, I, to this day, cannot. J'ai malheureusement pas pu mettre les extraits au complet, mais sachez que si vous voulez les voir, je vais mettre les liens en description en dessous de la vidéo. Brandon s'excusa suite à cela auprès de la famille de Vince de tout le mal qu'il avait pu leur causer, comme si cela allait racheter ce qu'il avait fait. Honnêtement, je lui souhaite que ses regrets le bouffent de l'intérieur et qu'il en soit détruit à vie. La famille de Bianca assista à chacun des procès de Brandon et à chaque fois, il venait vêtu d'un t-shirt rose avec dessus imprimé la silhouette d'une jeune fille assise sur une balançoire, en hommage à Bianca car le rose était sa couleur préférée. Suite au dernier procès, Brandon fut chargé de meurtre au second degré. Mais après qu'une brosse à dents ayant été coupée dans le but d'être utilisée en tant qu'arme fut retrouvée dans sa cellule, il fut à ce moment-là chargé de meurtre au premier degré et pourrait à ce jour avoir 25 années supplémentaires en prison.
Autre chose, les photos du corps de Bianca ayant tourné énormément en ligne et ayant été vues par des milliers de personnes, certains se sont dit qu'il serait extrêmement drôle de les faire parvenir à la famille de cette dernière avec des petits mots tels que « regarde ta fille »,« regarde comment elle a fini » ou ce genre de commentaires absolument dégueulasses. Ça me choque de voir qu'il y a des gens qui ont été capables de faire cela, c'est horrible, j'ai même pas les mots et j'espère de tout cœur que le karma va se charger d'eux. Pour de nombreuses personnes, le meurtre de Bianca Devins fut une opportunité de se rappeler des dangers d'Internet et surtout des personnes que l'on peut y rencontrer. De nombreuses jeunes filles, elles aussi présentes sur le site Orbit, ont à ce moment-là pris conscience que ce genre de choses pouvait tout à fait leur arriver à elles aussi. Et le nombre de femmes présentes sur ce site a depuis énormément diminué, et tant mieux. Voilà donc pour l'histoire absolument tragique de Bianca Devins. Laissez-moi vos avis en commentaire et s'il vous plaît, soyez prudents en ligne et surtout lorsque vous rencontrez des personnes pour la première fois. J'espère que cette histoire vous a plu. Si vous avez regardé la vidéo en entier, laissez-moi un petit like que je sache qui est allé jusqu'au bout de la vidéo. Et n'oubliez pas, comme toujours, de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être au courant de la publication de mes prochaines vidéos. D'ailleurs, je tiens à vous dire que le décor que vous voyez en arrière risque de changer durant les prochaines vidéos car on va très bientôt déménager dans un plus grand appartement. Ce qui est très cool par contre, c'est que je vais avoir mon propre studio pour mes vidéos. Vous imaginez mon propre studio? J'ai tellement l'impression d'être une professionnelle. Il se peut aussi que mes vidéos soient un petit peu plus espacées car en plus du déménagement, je vais partir en vacances quelques jours. Bref, ça va être un gros mois bien chargé, mais c'est ça. Si jamais vous voyez que j'ai pas publié durant 2-3 semaines, là, vous inquiétez pas, ça va être un mois comme ça, mais je me rattraperai. En attendant, je vous remercie comme toujours d'avoir été là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!